Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous voyez ces champs de colza, ils sont superbes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et la crise du coronavirus l'a montré, il faut faire du local. Et l'agriculture a une véritable carte à jouer. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Booster. Cette semaine, nous avons remis le pied dehors. Et c'est en Seine-et-Marne que nous nous sommes rendus afin d'y rencontrer Sébastien Domini. Il nous présentera Nangis Biogaz, une station de biométhanisation gérée par 4 agriculteurs. Puis nous ferons un point sur les ventes de tracteurs en Italie qui repartent doucement suite au déconfinement. Enfin, ne manquez pas notre rubrique Bon Plan. Enjoy! Je suis ici à Nangis, en Seine-et-Marne, et vous allez voir ce projet, c'est un projet fabuleux. Il s'agit de Nangis Biogaz, 4 associés qui ont développé une unité de biométhanisation qui fonctionne parce qu'elle est très bien pensée. Suivez-moi. Sébastien Domini, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Super comme projet, Nangis Biogaz, ça fait 1 an à peu près que ça fonctionne? Oui, ça tourne depuis mars 2019 exactement. Bon, on est en pleine crise Covid. Vous dites aujourd'hui une unité de biométhanisation de biogaz comme celle-là, elle est super locale et on va le démontrer. Premier point, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe là, donc, ce sont les silos d'entreposage des matières donc entrantes qui vont alimenter le méthaniseur. Alors avec le méthaniseur, on ne va pas sauver le monde et on ne va pas non plus trouver le virus, enfin le vaccin contre le Covid-19. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est à l'image de ce qu'a prôné le président de la République dans sa première allocution en disant il faut repenser notre agriculture, il faut la repenser locale. Nous, en l'occurrence, on est sur de la production d'énergie locale à la base de l'agriculture, donc on est en plein dans ce que le gouvernement a l'air de vouloir s'orienter. Bon, on va les voir juste dans ces tas. Sébastien, c'est quoi ça? Ce sont des issues? Oui, ce sont des issues de silos donc, que l'on récupère au silo de la coopérative agricole Val-France à côté ou bien chez des négociants de type Soufflet. Ces issues de silos, en fait, historiquement partaient en alimentation du bétail, donc alimentaient des usines de fabrication d'aliments du bétail, mais qui ne sont pas en Seine-et-Marne puisque l'élevage seine-et-marnais a disparu en grande partie depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui, ces issues de silos, on les valorise au pied du silo, donc dans notre méthaniseur, donc pour fabriquer du biogaz. Mais vous alimentez aussi avec d'autres produits? Alors bien évidemment, on a aussi d'autres produits puisque ça ne suffirait pas à alimenter la ration de notre méthaniseur. On utilise aussi énormément de cives, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique que l'on produit sur nos exploitations entre 2 cultures principales qui ont un double avantage, c'est qu'elles offrent une couverture des sols quasiment permanente et puis surtout elles contribuent à capter le carbone de l'atmosphère qui ensuite va pouvoir être valorisé en biogaz. On utilise aussi des résidus de la sucrerie de Nangy donc, qui se trouve à côté, notamment des radicelles, des herbes sèches, tout ce qui n'est pas valorisé dans le sucre de la betterave et qui sert donc à contribuer à la production de biogaz. Alors j'ai vu sur la pancarte au total 10 000 tonnes. C'est environ aujourd'hui effectivement 10 000 tonnes de matière entrante pour produire notre biogaz. Bon, on va aller voir un peu comment ça se prépare. On le sait, l'Italie a connu la crise du coronavirus une dizaine de jours avant nous. On a envie de comprendre comment l'industrie du machinisme repart. L'Italie a en effet été placée sous confinement depuis le début du mois de mars et les activités des usines n'ont pu reprendre que le 3 mai dernier. À cela s'ajoute le fait que de nombreux fournisseurs de constructeurs et équipementiers italiens ont aussi fermé leurs sites en Europe sur cette période. Résultat, les ventes de tracteurs notamment ont lourdement chuté sur ces 2 derniers mois. En mars, nous avons enregistré une diminution de moins 35% des immatriculations de tracteurs. En avril, ce chiffre est monté à moins 23%. Mais si on prend les données depuis le début de l'année, le nombre de nouvelles immatriculations a baissé de 16%, comparativement aux 4 premiers mois de l'année 2019. On espère une forte reprise en mai car les concessionnaires vont pouvoir recommencer à acheter et vendre des machines. Mais dans tous les cas, nous tablons sur une diminution du marché des ventes de nouveaux tracteurs de moins 5 à moins 10% cette année. Et ce n'est clairement pas un bon résultat.
numéro 2 du process, l'unité de préparation. Alors Sébastien, expliquez-moi. Eh bien, cette unité de préparation, c'est très simple, c'est notre robot ménager, tout simplement, dans lequel, à fréquence régulière, on va incorporer les différentes matières qui vont entrer dans la composition du digesta. Donc on va incorporer nos issues de silo que nous avons pu voir tout à l'heure, on va incorporer nos cives, nos ensilages de maïs, etc., les radicelles de sucreries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ça va se mélanger avec du digesta que l'on va déjà prélever dans la cuve, de façon à déjà ensemencer dans la préparation la matière qui va entrer. On est dans le même raisonnement que lorsque l'on donne à manger à un bébé, on lui prépare sa bouillie, et elle sera déjà à température pour être facilement digérée et donc produire son énergie plus rapidement en l'occurrence. Et tout ça, c'est automatique. Et tout ça est automatisé, effectivement. Il y a un automate derrière avec un bel ordinateur. On a le relais des informations, nous, sur nos téléphones portables, ce qui fait qu'on peut non pas le piloter à distance, mais au moins savoir ce qui s'y passe en temps réel. D'accord, on va à l'étape numéro 3 alors. Alors là, on est au cœur du système, c'est le digesteur. Alors, expliquez-moi un peu ce qui se passe dans cette cuve. Eh bien, il se passe dans cette cuve la même chose que dans votre estomac et dans vos intestins, c'est-à-dire que la matière est mise à digérer, elle est brassée, agitée de façon régulière. Il y a les bactéries qui vivent à l'intérieur, parce qu'en fait, on dit que nous sommes agriculteurs méthaniseurs, mais nous sommes avant tout éleveurs de bactéries, puisque ce sont elles qui font le boulot, clairement. Et c'est elles qui vont donc dégrader la matière qui est entrée, donc on est à 40 degrés, et cette matière va être décomposée et puis digérée pour produire donc un biogaz qui sera composé d'une partie en dioxyde de carbone et l'autre partie en méthane. Mais Sébastien, le transit il dure combien de jours ? C'est environ 90 jours. Voilà, le procédé fait que entre le moment où une matière rentre et le moment où elle ressort, et quand elle ressort, c'est-à-dire qu'elle est complètement digérée, il se passe environ 90 jours. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir quelques inquiétudes techniques ? On a toujours des inquiétudes, de la même façon qu'un éleveur qui nourrit son troupeau. C'est pour ça qu'il est important qu'on ait une stabilité dans les produits qu'on va incorporer dedans, et puis surtout une constance dans la ration que l'on va apporter. Mais je dirais comme un sportif qui a l'habitude de toujours manger la même chose de façon à avoir des performances optimales, on raisonne pareil. Bon, j'ai vu qu'il y a une autre cuve, mais juste derrière, on y va. On part du digesteur, donc cette cuve verte, elle est verte parce qu'elle est isolée, chauffée. Et puis une fois que le produit a fini de digérer, donc au bout de nos 90 jours, comme j'expliquais tout à l'heure, par un système de surverse, tout simplement, il va dans cette cuve de stockage, donc dans laquelle il est entreposé, avant d'aller soit partir vers la séparation de phase, en fait, qui va nous permettre d'obtenir d'un côté du digestat solide et de l'autre côté de l'eau que l'on va récupérer pour alimenter notre robot mixeur de tout à l'heure, ou bien va rester sous forme de digestat brut qui lui va être répandu tel quel dans les champs. Bon, on va le voir ce digestat ? C'est parti. Donc ce digestat, donc c'est du digestat, c'est la fraction solide de notre digestat, puisque pour notre process, comme j'ai vu, vous avez expliqué tout à l'heure sur notre robot ménager, on a besoin d'amener du liquide. Ce liquide, on l'obtient comment ? En procédant à ce qu'on appelle de la séparation de phase, c'est-à-dire qu'on va séparer la partie liquide de la partie solide de notre digestat. Donc ça nous évite déjà dans un premier temps d'aller chercher de l'eau dans le sol, tout simplement. Et donc on récupère un fertilisant solide, exempt d'odeur, qui va être riche en carbone organique, donc qui va permettre de réhumifier le sol, et puis on récupère quand même une petite partie azote, phosphore et potasse qui ne sont pas dans le process de digestion et donc restent toujours là. Donc c'est un engrais qui va nous éviter, nous, sur nos fermes, tout simplement d'aller racheter des engrais chimiques par ailleurs ou de faire venir des engrais organiques de l'autre bout de la France. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel, c'est le biogaz, et on va voir où il est traité. On le sait, il y a du boulot dans les agroéquipements, c'est le bon plan de la semaine. À la coopérative Val-France, qui est, rappelons-le, située dans l'Oise et en Seine-et-Marne, 80% de nos silos sont en Seine-et-Marne, 20% en Oise. Nous recrutons chaque année, tout au long de l'année, des personnels de silos, mais plus particulièrement en cette période de moisson. Période de moisson qui va se situer du 15 juin cette année jusqu'à fin août, peut-être mi-septembre. Mais donc, nous allons recruter. Alors, entre saisonniers et intérimaires, ça peut être entre 20 et 50 personnes, mais nous allons peut-être axer plus la recherche cette année sur des gens qui sont habilités à pouvoir conduire soit des chariots élévateurs, soit des télescopiques.
donc dotés d'un permis spécial qu'on appelle CACES. Donc, ce sont ces personnels-là qui nous sont particulièrement intéressantes puisqu'elles sont polyvalentes et nous permettent d'avoir un personnel à disposition qui est capable de pouvoir conduire et utiliser l'ensemble du matériel qui est sur silo. Merci beaucoup. Le biogaz, il faut le laver et le compresser, Sébastien. Effectivement, nous on parle d'épuration, pas de lavage bien évidemment. Donc puisqu'il est composé, ce biogaz, d'une part de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane, CH4, mais aussi d'hydrogène sulfuré et d'autres composés volatiles qui vont polluer le gaz. Donc derrière moi, vous pouvez voir 2 filtres à charbon. Ces filtres à charbon vont déjà piéger l'hydrogène sulfuré. C'est cette partie odorante naturelle du gaz, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le gaz ne sent plus et il n'est plus composé uniquement que de dioxyde de carbone et de méthane. Ensuite, le gaz est acheminé vers l'épurateur. Donc dans ce gros container ici, vous avez un gros compresseur et en fait par jeu de compression et détente, on va chauffer le gaz, le refroidir. Donc on va enlever une partie d'eau puisqu'il y a de l'eau dans le gaz n'est pas sec, pour produire un gaz sec. Et ce biogaz sec, on va ensuite l'envoyer dans des membranes d'épuration qui vont servir en fait à séparer le dioxyde de carbone et le méthane. Et ce méthane est ensuite acheminé vers un compresseur haute pression qui lui va emmener le biométhane vers le réseau. Donc le biogaz part au point d'injection et pour alimenter combien de foyers ? Eh bien aujourd'hui, donc, nous produisons environ 14 gigawattheures, c'est-à-dire qu'on est capable d'alimenter environ 1500 foyers qui vont se chauffer avec notre gaz. Alors Sébastien, pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire comme vous, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ? Le premier des conseils, c'est de se faire accompagner. D'y aller tout seul, pourquoi pas, mais il faut avoir un vrai moral, il faut avoir une vraie envie, il faut être sûr de son choix. C'est pour ça que je pense que les projets collectifs sont quand même plus appropriés pour plusieurs raisons. D'une part, en termes d'acceptabilité territoriale. Je pense pourquoi pas demain même associer dans ce type de projet les collectivités locales, puisqu'il faut ambitionner plus loin. Aujourd'hui, nous on travaille essentiellement donc avec des résidus de culture, mais je pense que la voie d'avenir, si on doit être dans une mouvance environnementale, et toujours avec cette notion de local, le tri des déchets ménagers par exemple peut avoir une vraie vertu, et plutôt que de finir dans des incinérateurs, pourrait venir contribuer à améliorer donc la recette, et puis surtout à contribuer à de la production de gaz local. Mais ça passe par un premier impératif donc qui va être le tri de ces déchets. Après, pour revenir sur la première question, les jeunes, oui, allez-y, en espérant quand même que le gouvernement et les politiques gouvernementales surtout vont continuer à pousser dans ce sens. Et c'est pour ça que je fais encore écho à ce discours du président de la République et de dire il faut que l'on repense notre agriculture et qu'on la relocalise. Bien, Monsieur le Président, on a de l'énergie locale à revendre, aidez-nous. Bon. Monsieur le Président, vous avez bien entendu le message de Sébastien. Et puis pour les agriculteurs, quand même un chiffre. Vous avez une année de recul aujourd'hui. Vous allez l'amortir en combien de temps cette installation ? Alors, on espère qu'entre 10 et 12 ans, l'installation sera amortie. Bon, félicitations Sébastien. Merci Jean-Paul. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur notre chaîne YouTube. Il suffit de s'abonner pour être au courant de la parution des nouvelles émissions. Et si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.